Donc je vais vous présenter le projet de réaménagement de l'espace média Grand Narbonne. Je devrais même plutôt dire le projet de réaménagement de la médiathèque qui est devenu espace média après un an de travaux. Parce que c'est une mue en fait qui s'est opérée pendant un an, au-delà du réaménagement. Bref rappel pour ceux qui ne connaissent pas le Narbonne et l'espace média. Donc Narbonne, c'est la ville la plus peuplée de l'Aude, ville-centre aussi de la communauté d'agglomération du Grand Narbonne, qui regroupe 37 communes et 135 000 habitants, un petit peu plus. Et la médiathèque est devenue, donc la médiathèque communale est devenue intercommunale en 2004, avec l'idée derrière de construire un réseau basé sur la gratuité totale. Et donc 20 ans après la création in situ, puisque la médiathèque avant était sur une petite, le long de la Romine, dans une petite salle. Donc ça a été vraiment une création. 20 ans après, les élus ont validé le projet de réaménagement, que l'on a appelé réaménagement parce que ça parlait au plus grand nombre, qui pour nous, professionnels, était plus de la reprogrammation. C'est-à-dire qu'on a repensé les espaces à l'aune de tout ce qu'a évoqué Benoît. Et donc c'était redonner des fonctions, créer des espaces qui n'existaient pas, ou repenser la fonction de l'espace. Donc on est vraiment sur de la reprogrammation. Ça, on n'a pas changé, ça reste une médiathèque, mais toutes les notions d'hospitalité, d'aller vers, la proactivité, le côté proximité, tout ce qu'on n'avait pas, ou pas assez, on a essayé de le penser en reprogrammant la médiathèque, en réaménagement les espaces. La médiathèque du Grand Narbonne, donc, comme je l'ai dit, elle est gratuite, prêt et accès. Je vous ai mis quelques données pour vous situer un petit peu l'établissement et surtout pour que vous puissiez mesurer l'écart à notre budget courant. Est-ce qu'il est ? Il est dans la fourchette moyenne, plutôt moyenne-basse, mais par contre, on a réussi à obtenir un financement du projet à une hauteur de 2,2 millions grâce à un subventionnement fort. Sans ça, on n'aurait pas pu le mener. Et je vous ai mis à côté les grandes enveloppes pour que vous mesuriez l'importance des espaces et du mobilier. C'est-à-dire que si on veut créer des zones de confort, si on veut leur donner une dimension qu'ils n'avaient pas, il fallait se donner les moyens. On avait déjà une bibliothèque de qualité, mais il fallait impulser de nouvelles pratiques ou les accompagner. Et donc vous verrez à la fin, dans les avant-après, la différence et l'évolution du bâtiment. Les phases du projet, donc c'est quelque chose qui a démarré en 2019 par une réflexion professionnelle. Il n'y a pas du tout de volonté politique au Grand Narbonne de réaménager la médiathèque, qui était une médiathèque qui fonctionnait plutôt bien. On était au-delà de 15% d'abonnés. Bon, on avait un flux à 1500 personnes au jour lors de pics d'activité. Donc ils ne voyaient pas l'intérêt d'engager des frais et de fermer surtout le bâtiment. Et nous avons réussi à les convaincre par des problématiques d'usage déjà. On n'avait plus la possibilité, avec du mobilier très massif et avec des espaces très cloisonnés, de faire évoluer les collections et de répondre aux attentes. Et donc on a fait le pari d'externaliser notre réflexion, de l'agréger avec des études externes, de façon à légitimer auprès des collègues aussi, mais également des élus, cette nécessité d'aller vers un réaménagement 20 ans après et de ne pas attendre que la médiathèque décline pour lancer le réaménagement. Donc ce sont suivis des diagnostics temporels consacrés aux horaires et à l'offre de services. Derrière, l'étude de reprogrammation est venue nous permettre de mettre en relief les recommandations du diagnostic, voir comment on pouvait les intégrer, quelles allaient être les phases, les nécessités de travaux, d'aménagement, pour penser les procédures et autres. À la même période, nous avons reçu le ministère avec M. Marceroux et donc le rapport et les recommandations de son rapport sont venus aussi enrichir le travail qui était en cours, légitimer aussi certains axes sur lesquels on s'interrogeait. Un regard extérieur nous a permis de conforter certains points et d'en ajouter d'autres, qu'on a pu développer dans le schéma intercommunal de lecture publique et le projet culturel. C'est-à-dire qu'on est parti de ces recommandations pour en faire des axes de travail. Et on a abouti en 2023, avec une assistance à maîtrise d'ouvrage et une maîtrise d'œuvre, au démarrage des travaux qui ont été initiés en septembre 2023,
qui était prévu pour durer 6 mois. Et puis un problème d'entreprise qui a fait faillite nous a mis à peu près 6 mois de retard à faire. Donc ça, ce sera abordé par Émilie pour la bibliothèque éphémère qui a été mise en place donc, de façon temporaire et qui a duré 1 an et qu'il a fallu donc au fil du temps aménager et puis faire en sorte qu'on maintienne le lien du public dans un bâtiment qui était réduit de 2200 mètres carrés à 200 mètres carrés. Mais elle vous en dira un peu plus. Et le schéma que je vous montre là, c'est pour vous... Pour bien marquer l'importance du réaménagement qui n'est pas juste, comme on a pu l'entendre parfois, un coup de peinture ou le changement de la moquette. Ça va vraiment au-delà. C'était, comme je le dis, l'idée de reprogrammer le service pour développer des pratiques, mais aussi changer la posture. On a parlé de posture d'accueil, mais aussi changer tous les process internes de fonctionnement. Et donc nous sommes passés... Chaque année, on a rajouté une pierre au projet. Et la nouvelle réorganisation transversale a été initiée en 2024. Donc on a fait en sorte, on est en phase de test, donc je ne ferai pas de retour là-dessus, mais c'était l'idée d'appliquer à notre fonctionnement interne ce que nous appliquons dans les espaces publics. Le décloisonnement, le fonctionnement par usage, la transversalité, là aussi la proximité. Enlever le côté hiérarchique pour mettre cette transversalité qui est censée favoriser les échanges, la créativité et favoriser l'autonomie. Donc on est en plein dedans, on a terminé l'aménagement des espaces internes il y a 15 jours. Donc voilà, depuis 2019, nous sommes dans le projet qui avait à la base 3 grands attendus. Le premier, c'était lever les freins à la fréquentation, puisque, comme toutes les bibliothèques de France, nous, on a commencé à réfléchir en 2019, mais quand le Covid est arrivé, eh bien, on a tous vu les difficultés d'accueil que nous avions. Nous étions confrontés à de grandes difficultés par rapport aux usagers, mais aussi pour le personnel, pour assurer cette médiation si particulière. On a vu aussi la perte de fréquentation, un renouvellement aussi des pratiques, et donc il y avait l'idée de lever les freins. On a essayé de proposer un lieu ouvert, vous le visiterez tout à l'heure. C'était l'idée de faire tiers-lieu, ce qu'appelait donc l'AMO le faire tiers-lieu. On n'est pas un tiers-lieu, mais c'était l'idée de casser un peu les codes de la bibliothèque pour que chacun se sente légitime à entrer. Et donc favoriser le lien intergénérationnel dans certains espaces que je vous montrerai tout à l'heure et qui fonctionnent plutôt bien. Faciliter l'accès, c'est évidemment la mise en accessibilité. Nous prétendons obtenir le label Tourisme et Handicap à la fin de l'année. Mais c'est aussi simplifier les accès, donc c'est gratuit, mais la procédure d'inscription était un petit peu compliquée. On a fait en sorte de s'affranchir et de remplacer le justificatif domicile par une attestation sur l'honneur et la carte d'identité par un document d'identité. C'est-à-dire, en principe, on a tous une carte de bus ou une carte vitale sur soi. Sa carte d'identité, ce n'était pas toujours le cas. Ce qui a permis aussi au personnel d'avoir une médiation pacifiée, puisqu'on n'était plus dans l'interdit, mais on peut proposer des solutions, même si la personne ne se rappelait pas que son abonnement était périmé au moment où elle arrive. Et on a simplifié l'accès aux collections. Là, je ne m'avancerai pas. Florence parlera du plan de développement de collections. Mais on a fait le pari d'abandonner la Dewey sous l'impulsion donc de l'AMO qui nous a proposé ce choix. Mais par contre, on a construit ce plan avec nos problématiques et avec un fonds existant. On ne partait pas de zéro. C'était pas Bayeux où on partait de zéro, où on pouvait tout quantifier à l'étagère près. Nous, on avait une problématique autre avec 180 000 documents. Et donc, on ne pouvait pas raser comme ça d'un trait 20 ans, même plus d'existence. Une fois qu'on a levé les freins, eh bien, il faut repenser ce qu'évoquait Bruno, la relation à l'usager. Donc ça fait vraiment écho à ce qu'il a évoqué sur l'opposition d'hospitalité. L'idée, c'était que nous soyons d'abord, nous, identifiables. Donc il y a des collègues, vous verrez, dès qu'on est au service public, on a un gilet qui fait qu'on nous repère. Et ça paraît bête, mais en fait, les gens nous identifient beaucoup plus et viennent spontanément vers nous. Donc déjà, nous, on essaie d'instaurer une politique, une posture proactive avec de nouveaux process, mais en même temps, pour ceux qui sont un peu réticents, le public vient à eux beaucoup plus facilement. Et donc cet accueil individualisé, il revient donc au côté hospitalité, de s'adapter et de trouver des solutions aux problématiques que l'on a identifiées ou à celles qui se présentent.
Faciliter la cohabitation, c'était le pendant aussi. Toujours, quand on essaie d'amener un service à l'usager, c'est de faciliter la médiation du professionnel aussi. Donc, plus il y a de monde, plus c'est compliqué. Vous connaissez les problèmes de cohabitation. Et donc, nous avons fait le pari d'identifier, avec les contraintes bâtimentaires, on n'a pas pu pousser les murs, mais on a essayé d'identifier des zones que l'on pouvait délimiter par de la signalétique comme des zones calmes, où on parle vraiment à voix basse, des zones silencieuses où on ne parle pas, il n'y en a qu'une, c'est une salle d'études, et puis des zones de discussion où on peut téléphoner, où on peut se réunir, on peut travailler en groupe, on peut jouer, on peut faire un peu plus de bruit. Donc c'est pas étanche, mais ça permet d'avoir là aussi une solution et d'être dans une dynamique positive pour expliquer. Je vous invite à vous déplacer pour téléphoner au lieu de dire, comme c'était le cas, il est interdit de téléphoner à la médiathèque. Et tout ça favorise l'autonomie aussi, avec une signalétique adaptée, avec des services identifiables. Certes, il y a toujours la nécessité d'avoir du personnel pour renseigner, mais on voit très bien qu'une fois qu'on a expliqué avec des systèmes, vous le verrez après, de plans, de couleurs, de pictos, eh bien les gens globalement se repèrent assez facilement, et donc ça facilite aussi l'appropriation du lieu, qui a été, on l'espère, rendu accueillant et attractif, avec l'idée de s'adapter aux usages. On avait donc dès 2019 des problématiques auxquelles on ne pouvait pas répondre, de personnes qui voulaient travailler ensemble. Nous, on n'avait que des assises très universitaires, individuelles, donc ensemble, ils ne pouvaient pas travailler. On manquait d'assises, clairement. Il y avait des moments de rencontres qu'on ne pouvait pas laisser faire parce que ça générait trop de bruit, et ainsi de suite. Donc, partant de ce constat, on a décloisonné, on a mis du mobilier adapté, et la médiathèque est devenue aussi plus agréable puisqu'on a fait le pari de mettre en périphérie les collections et de laisser tout l'espace, de dégager tous les espaces centraux pour créer des zones de confort avec des salons, avec des assises diversifiées aussi. Comme on n'a pas pu pousser les murs, on n'a pas pu installer un petit coin snack comme on aurait aimé le faire, on a ajouté un distributeur de boissons. C'est toute la latitude que nous avions dans le bâtiment, parce qu'on ne pouvait pas aller plus loin en termes de travaux. Et puis on en a profité à la mesure de ce que nous pouvions faire pour enrichir l'offre de services, et on a développé dans la zone de discussion des jeux de société qui sont jouables pour l'instant sur place, c'est en phase de test, un piano numérique dans la partie musique qui est jouable au casque ou sans casque mais avec un niveau sonore qui est indiqué, et on s'est aperçu que ça ne gêne pas même s'il y a une zone de calme à côté. Donc ça permet que chacun s'adapte, adapte sa pratique. On a des cabanes de travail qui favorisent aussi, même si c'est utilisé parfois par une personne qui s'étale un peu, mais ça fait rien. On a une offre quand même pour ceux qui veulent travailler à 4. On a des cabines acoustiques pour ceux qui veulent faire des visios. Voilà. On a essayé de répondre à tous les manques que nous avions lors de ces diagnostics, de ces différentes phases. Et puis l'offre de programmation culturelle a été enrichie aussi avec de nouveaux partenariats, avec de nouvelles formes qui allaient aussi dans le sens des demandes. Tous ces attendus se sont retrouvés dans 3 grands ensembles. Là, je n'ai pas tout indiqué, je vous ai mis les plus significatifs, mais il y a la phase de travaux qui était nécessaire, c'est-à-dire que quand vous visiterez la médiathèque tout à l'heure, il faudra l'imaginer vide, intégralement vide, c'est-à-dire qu'après 20 ans de pratique, nous l'avons vidé. Il ne restait plus une corbeille de papier dans la médiathèque. Donc on aurait pu jouer au foot, je pense, et on avait l'espace pour faire un petit tournoi. Et tout ce travail-là, je vous passe les détails, pour que justement on puisse faire le plus de travaux possible, notamment ce qui allait générer beaucoup de poussière et beaucoup d'interventions multiples d'entreprises. Et derrière, pour arriver à la mise en accessibilité, comme je le disais tout à l'heure, pour travailler sur le label en fin d'année. Les aménagements, c'est tout ce qui relève des espaces, nouveaux mobiliers, les ambiances différenciées avec les zones, d'où on espère que cela génère un peu d'autogestion. Et puis la signalétique inclusive, qui sera abordée tout à l'heure par Émilie dans l'atelier. Et tout ça est au service de nouvelles pratiques. Donc c'est vraiment un cycle vertueux, enfin qu'on espère vertueux, pour aller vers une professionnalisation de l'accueil. Nous avons parallèlement démarré une démarche qualité qui devrait être effective là aussi à l'automne. Donc on est en train de rédiger tous les process d'accueil, de formaliser tout ce que l'on fait et qu'on ne dit pas forcément. Je ne reviens pas sur la scénographie et tous les autres éléments, vous le verrez directement. Le dernier point est central parce que ça nécessite de la formation, de l'accompagnement. On en a proposé pendant la fermeture et il faut continuer à le faire parce que c'est pas évident pour tout le monde d'aller vers, de changer sa façon d'accueillir et de devenir plus médiateur parfois que bibliothécaire.
Je passe très très vite. Là, je vous ai mis des exemples pour aller vers et surtout faire avec. C'est-à-dire que le projet, il a été pensé de façon globale et dès le début, nous avons travaillé avec les usagers. Donc, je vous ai mis différentes formes. Benoît parlait de la visite inversée qui est très très parlante. C'est-à-dire qu'un usager qui vous fait la visite de la médiathèque, et on s'aperçoit que quand on l'oriente et qu'on emploie un terme, lui, il ne connaît pas le terme. Déjà, il ne connaît pas l'espace, il ne sait même pas qu'il y a un deuxième étage. Alors, quand vous l'orientez, aller à tel endroit, ça ne marche pas. Et donc ça a été très révélateur des manques. Et surtout pour les collègues, bien, ils ont pris beaucoup mieux la chose venant du public que si ça venait de la direction. Voilà. Donc ça facilite beaucoup les choses aussi pour avoir des petits leviers comme ça. On a audité, on a essayé d'avoir des enquêtes au-delà de la médiathèque, dans des espaces publics. On a fait participer au vote en ligne. Voilà. Tous les liens aussi, on a fait avec les partenariats, les partenaires, on a essayé de construire en amont. Le label Tourisme Handicap, très souvent un référent, il est appelé à la fin, une fois que les travaux sont faits. Et là, il vous dit, il manque ça, il manque ça, il manque ça. Nous, on a travaillé au début et on l'a convié dès le chantier, ce qui a donné lieu à certaines joutes assez sympathiques avec l'architecte, pour qui l'accessibilité, ce n'était pas forcément la priorité. L'AMO, c'était plutôt l'esthétique, l'architecte, c'était le pratique, et nous, on avait ce qu'il a évoqué tout à l'heure sur cette maîtrise d'usage. Et ça a été justement le nœud de la discussion. Et plus on a fait intervenir en amont les partenaires, plus ça a facilité la mise en œuvre. Donc évidemment, on a travaillé avec les bibliothécaires. On a essayé de lever tous les liens, tous les freins possibles avec des ateliers sur les sujets clivants. On a même envoyé une partie de l'équipe à Bressuire, je ne sais pas si vous savez où c'est à côté d'Angers, pour tester les prototypes de mobilier sur mesure pour éviter les problèmes après. Et ça permet effectivement d'avoir du mobilier qui permet d'aller vers, d'avoir une médiation qui soit acceptable et accessible à tous. Je vous passe les détails pour les autres, mais l'idée c'était d'essayer d'agréger le plus de collègues qui allaient être soumis à une charge de travail lourde du fait du projet et de les intégrer le plus tôt possible, soit dans des focus group, soit dans des présentations pour qu'ils entendent parler, qu'ils sachent quelle allait être la charge de travail qui allait arriver et les problématiques auxquelles ils allaient être soumises. Et puis les élus, dès le début, on a essayé aussi, parce qu'ils ne le savent pas forcément, bien de leur expliquer vers où on allait, ce que c'était une médiathèque tiers-lieu par rapport à une médiathèque classique, parce qu'il fallait qu'ils valident ce projet et c'est 2,2 millions. Et donc on l'a pris très très en amont, avant même le démarrage des travaux. Pour vous montrer donc ce que ça donne concrètement, un avant et après. Donc l'idée, c'est de maintenir de l'accueil, mais pas en première intention. C'est l'esprit librairie, vous rentrez, vous avez d'abord des tables de présentation et des sélections. Et ensuite, vous avez un accueil, un point info pour ceux qui le souhaitent, et tout ce qui est administratif est repoussé au fond. C'est-à-dire qu'on ne parasite pas où on marque accueil, où on fait à moitié de l'inscription, à moitié on donne le code pour aller aux toilettes, ou autre, voilà. Les inscriptions, toute la partie administrative au fond et à l'entrée de l'accueil. Donc ça ne se dit pas, enfin, on n'a aucune vocation à l'exemplarité, c'est simplement, on a fait avec les contraintes que nous avions en essayant d'intégrer tout ce que j'ai évoqué, notamment l'usager placé au centre et les collections qui barraient les espaces ont été mises en périphérie, ce qui a fait dire à beaucoup d'usagers quand on a réouvert qu'on avait vidé la médiathèque, qu'il y avait beaucoup moins de collections qu'avant, alors qu'en fait on a le même nombre de collections, mais par contre on en a mis une partie en réserve et on a un turnover, le temps que les documents ressortent de nouveau, eh bien on avait ce turnover, au départ on avait de la manutention. La convivialité et la sociabilité passent aussi par des zones qui n'existaient pas chez nous, notamment accueillir des adolescents, créer une zone où ils vont pouvoir pousser. Alors tous les soirs, on remet tout en place parce que ça bouge beaucoup. Mais c'est normal, voilà, c'est fait pour vivre. On s'attendait à ce que ce soit squatté de longue par les ados. Et en fait, on s'aperçoit que c'est très intergénérationnel et que le public se mélange dans cette zone qui est une zone de discussion où on peut discuter entre les DVD, les jeux de société et les premières lectures. Je parlais des cabanes de travail, des cabanes acoustiques. Voilà, on a des zones dans une discussion aussi où on peut échanger, mais ouvert pour ne pas créer des difficultés derrière. Et puis on a essayé d'utiliser les contraintes bâtimentaires. On avait un puits de jour.
et qui barrait l'espace. Et au lieu de barrer l'espace, on a créé du mobilier sur mesure de façon à l'enserrer et avoir de la zone de présentation, de collection ou d'information. Et en même temps, ça devient un point d'ancrage à l'étage qui ne barre pas l'espace, mais incite à aller au-delà. Et derrière, nous avons, on le verra après, créé un espace modulable qui nous manquait justement pour déployer différentes formes, accueillir différents publics et pouvoir répondre aussi aux attentes de certains. Voilà très rapidement pour essayer de tenir le délai, l'aménagement que nous avons réalisé avec l'équipe donc sur 1 an de travaux et 5 années, on va dire, de réflexion.